Et ce combat a donc commencé il y a 4 mois avec cette proposition de loi, et depuis je ne l'ai pas lâché. J'ai débuté une mission parlementaire sur la question importante des tutelles et des curatelles, donc de ces millions de Français qui sont placés sous des mesures de protection, et que bien souvent on prive de liberté fondamentale au prétexte de les protéger. Et depuis donc plusieurs mois, et j'y reviens cet après-midi, j'auditionne des acteurs qui souvent sont là pour bien faire les choses, pour protéger les plus fragiles, mais qui en les protégeant et parfois en les surprotégeant, les privent de liberté fondamentale. Et là, je crois que c'est le cœur aussi de la mission d'un député, c'est d'être vigilant au respect et à l'expression des libertés fondamentales. Tout le reste, c'est accessoire. Les libertés fondamentales, elles sont, comme son nom l'indique, absolument fondamentales. Et donc nous sommes, avec une collègue députée, en train de travailler sur ce sujet. Mais là aussi, pour poursuivre, il y a 2 manières de faire de la politique, ou de s'engager sur ces sujets. Ou bien on fait semblant, on est plein de bonne conscience, et puis en ce moment, là, il y a un truc qui me révolte, qui m'agace. Le gouvernement a lancé une opération de communication qui consiste à ce que des gens normaux, un mot détestable, mais des gens valides, soient accompagnés pendant une journée... Non porteurs de handicap. Oui, soient accompagnés pendant une journée d'une personne en situation de handicap. Et puis ça dure qu'une journée. Alors on prend une personne en situation de handicap, on la met à côté de soi, on la balade toute la journée, on fait semblant pendant 24 heures, et puis après c'est terminé. Et ça m'insupporte. Voilà. Alors je sais que c'est pas dans l'air du temps, parce que c'est une opération qui visiblement plaît beaucoup aux uns aux autres. Enfin, dont on peut dire qu'elle part d'un bon sentiment, ou qu'elle a une volonté de sensibiliser. Voilà. Oui, écoutez, les bons sentiments, c'est tout ça très sympathique, mais sur ces sujets-là, il faut beaucoup plus que des bons sentiments. En plus, je vais vous dire, je soupçonne que derrière les beaux sentiments, il y ait très vite du cynisme. Moi, je refuse d'instrumentaliser qui que ce soit, de le promener pendant une journée à côté de moi pour me donner bonne conscience. Parce que c'est quand même un peu ça le fond de l'histoire. Et j'ai beaucoup plus de respect pour ce que vous faites, madame, des actions concrètes, réelles, dans l'ombre, bien souvent, qui ne sont pas toujours mises en lumière. Vous le faites aujourd'hui et c'est heureux. De moins en moins dans l'ombre, hein, heureusement, mais qui sont essentielles. On a déjà eu l'occasion d'entendre Audrey Sauvigné dans d'autres médias. Vous avez également reçu des prix. Et vos projets ont été soutenus, je crois, dès le départ, dès 2015. Soutien, justement, c'est beaucoup de visibilité, beaucoup de communication. Je l'ai remarqué il y a peu de temps. J'ai reçu un prix il y a 2-3 semaines. En ce moment, j'ai un jeune chiot, futur chien guide, dont je suis famille d'accueil pour 1 an. Et on m'a demandé de le ramener pour les photos. Ça faisait bien. Seulement, c'est un jeune chiot. Il a presque 3 mois. Donc, il a un comportement de chiot. Et du coup, il s'est mis à aboyer pendant la cérémonie. Et pendant cette cérémonie, j'ai reçu des textos de l'organisateur, qui était une grande entreprise, qui me demandait de faire taire mon chien avec des points d'exclamation, alors qu'eux-mêmes m'avaient demandé de le ramener pour justement un effet de communication. Et tout ce que vous dites là est très vrai. Je crois qu'aujourd'hui, le handicap donne bonne conscience à plein d'entreprises pour leur côté RSE. Les politiques, c'est pareil, s'y mettent également, et c'est déplorable. C'est vraiment un petit poison pour nos actions, parce que effectivement, on a besoin de visibilité pour les faire connaître, pour se faire connaître auprès des personnes concernées. Et du coup, on est tout le temps dans ce dilemme. Je parle au nom de plusieurs acteurs, parce que je suis entourée, on est dans un écosystème, on est quand même, il y a un foisonnement d'initiatives qui apportent des solutions, et on est tout le temps dans ce dilemme. Est-ce qu'on accepte ce coup de com', en sachant très bien que l'acteur en question qui va nous inviter à ce coup de communication n'est pas engagé pour les bonnes raisons à nos côtés. Donc, je vais vraiment dans votre sens là-dessus. Et donc, pas engagé durablement. C'est les opérations du marketing. À un moment donné, on veut effectivement associer l'entreprise à certaines valeurs, à certains thèmes, et on met en scène ce rapprochement, mais qui finalement est un peu artificiel. Tout à fait. Vous dites. Exactement. Donc, ça vous fait réagir, puisque finalement vous dites un petit peu des choses. Oui, je le pense vraiment, et puis je pense qu'il faut le dire. Il faut le dire, parce que on se planque beaucoup sur ces sujets. Alors, on veut pas passer pour le rabat-joie de service, mais moi, y compris à l'Assemblée nationale, je passe parfois pour un peu l'emmerdeur, quoi. Mais si personne ne le dit, on va continuer dans ce lit de bonne conscience sans véritablement agir. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire aussi, c'est ce que la question du handicap apporte à notre société.
vous comme moi, nous n'étions pas concernés par le handicap il y a quelques années. Le handicap frappe nos proches, et je vois à quel point, j'imagine que c'est le cas pour vous aussi, ça nous a changé profondément. Vous disiez tout à l'heure que ça vous a poussé à découvrir un monde que nous ne connaissions pas. Et le regard que désormais nous portons et que je porte sur la société est un regard différent, parce que j'ai été touché par cette question du handicap. Et lorsqu'à l'école, je dis qu'il faut que nous ayons des enfants différents, c'est parce que moi j'étais maire pendant des années, je m'occupe toujours de l'école de mon village, on accompagne beaucoup d'enfants différents, avec des formes de différence larges. Je vois ce que ça apporte aux autres enfants. Je vois à quel point ils grandissent, à quel point ils mûrissent. Et donc notre société grandira de ces différences-là. Mais il faut du courage. La dernière loi courageuse en matière du handicap, ce fut celle portée par Jacques Chirac en 2005, sur l'accessibilité. Eh bien voyez-vous, je le disais à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, s'il nous fallait aujourd'hui revoter la même loi, qui a dit quelque chose de révolutionnaire à l'époque, tous les bâtiments publics vont devenir accessibles. Bon, ça coûtait... dirait certains, pognon de dingue, il fallait être courageux pour tenir bon. Jacques Chirac a tenu bon avec les ministres et la majorité de l'époque. Si aujourd'hui il nous fallait revoter la même loi, nous en serions incapables. Incapables parce que nous n'aurions pas aujourd'hui le courage de voter de telles lois. Et donc je le dis, je pense qu'on est, sous couvert de cette bonne conscience, en train de cacher parfois une certaine régression. Alors, on y reviendra parce que ce sera intéressant que vous nous disiez justement où on en est depuis cette fameuse... loi, un peu un tournant effectivement de 2005, qui en plus vous intéresse aussi puisque on parle d'accessibilité, on y reviendra dans un instant. Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet. Vous êtes sur Radio Orient, et si on en parlait? Aujourd'hui, nous abordons le sujet de l'inclusion des personnes handicapées dans la société avec nos deux invités, Audrey Sauvigné, fondatrice d'I Will Share, entrepreneuse qui est effectivement totalement impliquée dans un projet dont elle nous a parlé tout à l'heure et dont nous allons continuer à évoquer les différents aspects, et Aurélien Pradier, député de la première circonscription du Lot, qui évoquait dans son propos la loi de 2005 qui représente effectivement un moment très important. Peut-être, Audrey Sauvigné, vous vouliez réagir à ce que disait Aurélien Pradier avant la pause? Oui, donc je voulais réagir sur ce concept en fait d'inclusion, de le visualiser comme un effet de chaîne finalement, parce que là on parlait d'inclusion à l'école, mais du coup l'inclusion à l'école découle sur l'inclusion professionnelle. On le remarque, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à accéder aux études supérieures. Moi, ma première confrontation sur le sujet, c'était ma première stagiaire au sein d'I Will Share, qui était en fauteuil roulant électrique, Mia, si tu nous entends, et qui du coup avait dû complètement changer d'orientation scolaire parce qu'elle était à Amiens, elle avait commencé une filière scientifique, première année, elle arrive majeure de sa promo, et en fait la deuxième année se passait dans un bâtiment qui était complètement inaccessible pour elle. Donc elle avait commencé l'année avec des cours à distance, et puis elle s'est dit mais c'est pas comme ça en fait que je veux étudier, et du coup elle a fini par complètement bifurquer sur le journalisme à la Sorbonne, et aujourd'hui je crois qu'elle travaille, mais voilà, ça avait complètement changé son orientation. Je sais que mon frère aussi a été confronté à cette question, et en fait ces personnes qui n'accèdent pas aux études supérieures, c'est des personnes qui ne vont pas pouvoir accéder au monde du travail, ou plus difficilement. Enfin, c'est 6%, il y a la loi donc des 6% de travailleurs en situation de handicap, voilà, pour toutes les entreprises qui sont en dessus de 20 salariés. Et en fait, peut-être qu'il y a pas assez de personnes employables aujourd'hui en situation de handicap pour que toutes les entreprises atteignent ces 6%. Donc elles sont en train de chercher aussi au sein de leurs salariés qui seraient potentiellement avec un handicap invisible, à les pousser à faire leur RQTH. Enfin, c'est la reconnaissance du handicap. Voilà, exactement. On peut être porteur d'un handicap, mais ne pas le faire reconnaître et ne pas avoir besoin de le faire reconnaître.
Tout à fait. Et puis en fait, il y a des craintes aussi à le faire reconnaître. Oui. Quand on est salarié d'une entreprise depuis 10 ans, on a développé toute une fausse personnalité pour se défendre, pour cacher en fait, pour dissimuler le fait qu'on est handicapé, parce qu'il y a déjà un problème de vocabulaire en fait. Handicap vient de l'anglais hand in cap. Donc c'était des mendiants, c'était des personnes qui étaient en position basse, qui tendaient la main, qui n'étaient pas en capacité de travailler en fait, et ils étaient obligés de mendier pour vivre, pour survivre. Donc il faut bien comprendre que les personnes salariées depuis 10 ans dans une entreprise, se déclarer en situation de handicap, c'est quand même pas évident comme coming out à faire auprès de leurs collègues, auprès de leurs supérieurs. Ils ont la crainte d'être mis au placard, d'être perçus différemment. C'est très compliqué. Le handicap et l'inclusion est vraiment un effet de plein de maillons qu'il faut prendre en considération dès la scolarité, dès l'enfance. Et on voit aussi que dans l'exemple que vous avez donné de cette personne qui n'a pas pu suivre le cursus universitaire qu'elle souhaitait pour un problème, j'ai envie de dire, qui nous paraît invraisemblable, puisque c'est juste accéder à un bâtiment, à quel point finalement l'accessibilité physique dans un bâtiment ou dans un lieu est un point crucial beaucoup de personnes, et que ça peut être le pas pouvoir accéder à des bâtiments, ça peut être un vrai, je dirais que c'est doublement handicapant. Oui, c'est qu'on est dans sa vie, dans ses choix de vie, on peut être à un moment donné privé de la liberté de choisir et donc de circuler. Et donc votre projet, lui, il a vocation à apporter une partie de la solution à certaines de ces difficultés. Et là, je me tourne vers vous, Aurélien Pradier. Vous nous parliez de la loi de 2005, mais visiblement, il y a encore, sans mauvais jeu de mots, du chemin à parcourir pour que tous les bâtiments publics soient accessibles. Je sais qu'il y a aussi des raisons de coût, évidemment. Quel bilan vous faites, et surtout comment on pourrait relancer un petit peu ce sujet, parce que on peut parfois avoir le sentiment qu'une fois que la loi est votée, ma foi, elle va s'appliquer et on vérifie pas forcément les effets. Or, on sait que malgré tout, même si la loi a eu un effet très important et un impact sur le terrain, il y a encore, vous l'aviez dit tout à l'heure, des retards, et toutes les villes, tous les territoires n'avancent pas à la même allure. C'est un sujet absolument fondamental, l'accessibilité physique aux bâtiments. Alors ça l'est pour les questions de handicap, j'allais dire, courantes qu'on peut avoir en tête, la personne en fauteuil roulant, etc. Mais nous sommes aussi dans une société qui vieillit de plus en plus, on vit vieux de plus en plus longtemps, et c'est heureux, et on a besoin aussi de ces accessibilités-là. Et la rampe accessible à l'entrée d'un bâtiment public, elle va servir autant à la personne en fauteuil roulant qu'à la personne âgée, qu'à la maman avec sa poussette et ses enfants. Donc il faut aussi redire à quel point l'accessibilité ne concerne pas que les personnes en situation de lourd handicap. Et puis, il faut là aussi se reposer la question du rôle de la loi de la République. La loi, elle fixe le cap. La loi, elle dit ce que l'on veut faire de la société. Et je vous prends un exemple très concret. La loi de 2005, c'est elle qui a permis notamment qu'on ait les bandes rugueuses au début des passages piétons pour les personnes malvoyantes. Moi, j'ai été maire pendant des années. Quand on m'a imposé de mettre en place ces dispositifs, je vais vous dire clairement, ça m'ennuyait, parce que je trouvais que ça coûtait de l'argent. Et puis, on avait toujours une bonne raison de dire, mais écoutez, dans cette rue, il n'y a jamais de personnes handicapées, etc. Et on a mis en place tous ces dispositifs parce que la loi nous a obligés à tordu le bras des uns et des autres en disant, vous allez le faire. Et ça a servi.